Salut la Boost Nation, j'espère que vous allez bien. Alors, elle était pas belle celle-ci? Victoire des Bulls sur le parquet des Golden State Warriors mardi soir. Et ok, là d'accord. Quand ça se passe comme ça, pas de problème. Gagner de cette façon-là, c'est déjà autre chose. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on a eu droit à des performances absolument dantesques de la part de notre duo qui va former notre futur sur les prochaines années. Matas Bouzelis, Josh Giddey. Et pas seulement, mais c'était vraiment, vraiment excellent de les voir tous les deux performer à ce niveau-là, sur ce match-là, quoi. Euh, Avant de revenir sur ce match-là, je vais quand même aborder le négatif en premier et comme ça, après, on fout ça de côté et on passe à autre chose. Mais c'est vrai que je l'ai dit dans la dernière vidéo, les victoires des Bulls en ce moment, elles sont quand même un peu emmerdantes au niveau du tanking, au niveau de la loterie et au niveau de la draft. On est à 3 victoires, 2 défaites au mois de mars. Et pendant ce temps-là, Memphis s'éloigne de plus en plus, quoi. Parce que eux, ils cumulent les défaites, ils cherchent absolument pas à gagner. Et honnêtement, je commence vraiment à abandonner l'idée qu'on va les rattraper, leur passer devant et avoir de meilleures chances que eux, et prendre leur chance, leur pourcentage de chance d'accéder à un top 4 ou de monter à la draft, tout simplement. Parce que on essaie de gagner des matchs et Memphis, pas du tout. Et maintenant, il y a 4 victoires d'écart. Il reste un mois de saison régulière pile. On est le 12 aujourd'hui. La saison régulière termine le 12 avril. Alors, on va jouer Memphis mercredi au United Center. On va se déplacer là-bas à la fin mars aussi. Mais là, on joue pas du tout dans cet esprit-là, dans cet esprit d'essayer d'améliorer nos chances pour la draft. Alors que Memphis, par contre, ouais, ça tanque de ouf, ça perd des matchs et tout. Et non seulement on est en train de, comment dire, laisser Memphis garder cette huitième place, mais on est en train de bientôt se faire rattraper par Milwaukee. Et ça, c'est affolant. On est en train de réduire nos chances à la draft de manière absolument drastique. Parce que on est à 27-38, Milwaukee est à 27-37, et donc on est en train non seulement de potentiellement passer de 26,3% de chance d'accéder à un top 4, un top 4, si on prend la place de Memphis avec le huitième pire bilan, à être dépassé par les Bucks, finir avec le dixième pire bilan, et là tu as 13,9% de chance d'avoir un top 4. Donc de 26,3% à 13,9%. La chute est dantesque à ce niveau-là. Et c'est ça le danger. Donc du coup, à ce niveau-là, au niveau du tanking, au niveau de la loterie, au niveau de la draft, euh, c'est compliqué. C'est très 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 compliqué. On est à 3-2 en mars et là l'écart devient extrêmement extrêmement difficile à combler par rapport à Memphis qui est devant nous et même les Bucks peuvent à tout moment décider que bon écoute, pool play-in c'est trop tard, maintenant il y a trop d'écart avec Charlotte et Atlanta, on laisse tomber et eux aussi du coup ils vont véritablement essayer de perdre des matchs et nous on va être les seuls cons à essayer d'en gagner. Donc du coup voilà, ça va pas arriver. Je suis vraiment en train de faire le deuil de cette histoire. On va pas se pointer à la loterie avec les meilleures chances de grimper et de faire quelque chose d'intéressant. Du coup, euh, voilà, ça, je pense qu'on peut y mettre de côté, on peut laisser passer. On peut se focaliser juste sur les matchs et apprécier ce qu'on voit. Surtout que voilà, mardi soir, c'était vraiment hyper, hyper kiffant parce que mardi soir, mesdames, messieurs, mardi soir, waouh! Là, ok. On a eu droit, mardi soir, à un aperçu du futur. L'écran où le match était diffusé là, sur mon petit écran, c'était comme une boule de cristal, tu vois. Petite boule de cristal qui te dit, voilà, Matas et Josh Giddey, ils vont faire ça. Et ça va être propre, ça va être très très beau. Parce que honnêtement, je pense, pour ma part, que les deux ont, sur le même match, ensemble, ils ont réalisé la meilleure perf de leur carrière. Tous les deux. Ou en tout cas, pour guider sa meilleure perf chez les Bulls. Parce que bon, après, avec OKC, je ne vais pas non plus à chaque fois, mais enfin, voilà, les deux ont été absolument fabuleux. Et voilà, c'est autre chose que la victoire à Phoenix, par exemple, avec Colin Sexton qui met 30 points, alors que lui ne reviendra pas l'an prochain, tu vois. C'est pas ça qu'on a besoin de voir, alors que
Euh, Enfin voilà, on développera sur ça plus tard. Mais d'ailleurs, Sexton était absent de ce match-là contre Golden State, tout comme Isaac Okoro blessé de dernière minute. Patrick Williams n'était pas là non plus, en plus des habituels Jaden Ivey, Simmons, Collins et Senge. Et du coup, ça a engendré un 5 de départ inédit, avec Billy Donovan qui a associé Yabusele, Leonard Miller, Jalen Smith, avec Matas Bouzelis et Josh Giddey. Donc d'habitude, enfin, pendant des années, on a vu des line-up avec 4 arrières. Là, il a fait l'inverse. Il a mis 4 ailiers, en gros, et Josh Giddey en meneur, quoi. Donc c'était assez inédit, assez étrange. Et ce que j'ai trouvé surtout très étrange, c'est que Trey Jones ne débute pas ce match. Mais je pense qu'il voulait garder un peu de profondeur sur les lignes arrières, parce que derrière Josh Giddey, les seuls arrières qui étaient dispo, c'était Jones, justement, Dillingham et Yuki Kawamura. Sachant que, entre-temps, on avait renvoyé Mac McClung en G-League, et que le même soir, il a mis un carton à 54 points dans un match des Windy City Bulls, qui est d'ailleurs le record de franchise pour l'équipe de G-League. Mais enfin bref, ça c'est autre chose. Mais bon, donc bref, 5 inédits pour ce match face à Golden State. Et ça s'est vu au départ que bah, ça manquait un peu de cohésion entre les gars. Ils ne savaient pas trop où se placer parce qu'ils sont un peu tous sur les mêmes postes normalement. Et donc c'était assez déséquilibré. Il n'y avait pas vraiment ouais, comme je disais, de cohésion et tout ça. Et le début de match a été très très laborieux. Il y a eu des shoots après le buzzer. Et quand on les prenait avant le buzzer, c'était des shoots forcés, pas dans le rythme. Beaucoup de briques. On n'a pas vraiment réussi à attaquer le cercle. Alors qu'avec ce line-up là, tu as quand même de la taille sur tous les postes. Même à l'arrière, parce que Guidé est très grand. Il fait 2 m 1. Et tu avais l'avantage de taille sur pas mal de match-up. Et tu t'en es pas forcément servi, en tout cas dans les premières minutes. Et au bout de 3 minutes de jeu, Matas Bouzelis, il y a un temps mort et tu le vois aller sur le banc en boitant et tu te dis oh putain, c'est pas possible. S'il a fait une rechute sur sa blessure à la cheville, qu'on l'a fait revenir trop tôt et qu'il se blesse là c'est la merde quoi. Heureusement, plus de peur que de mal, il revient et derrière il va débuter son festival. Et entre-temps, pendant qu'il était sur le banc à essayer de soigner un petit peu sa cheville, Josh Giddey avait déjà commencé à remettre les Bulls un peu sur les bons rails, avec plus de rythme, avec des bons ballons à l'intérieur. On sait que les Bulls ne sont jamais meilleurs que quand ils attaquent le cercle, hein. On l'a dit toute la saison. C'est pas une équipe qui est des spécialistes à 3 points. La grande force de notre jeu, c'est les ballons à l'intérieur, c'est aller au cercle, c'est les drives, c'est voilà, les points dans la peinture, et essayer de provoquer des lancers francs. Et c'est comme ça qu'on a gagné à Phoenix, par exemple. Et c'est ce qu'on a vu pendant une bonne partie de ce match mardi à Golden State, avec Giddy, avec Trey Jones qui a mis des floaters. On a vu pas mal de lay-up, on a vu voilà, des bonnes passes pour aussi trouver des gars démarqués sous le cercle, avec Richards qui a fait encore un bon match, ou des drives pour sortir sur des shooters. Donc on a vu de plus en plus de bonnes choses au fil des minutes. On a vu Matas aussi qui a attaqué le cercle avec des belles finitions main gauche, ça c'était vraiment intéressant. Et bon, Golden State répond avec des 3 points, dont un de Al Horford pour être devant après le premier quart-temps. Mais les Bulls vont un peu monter en puissance au fil des minutes, pas toujours de manière très fluide. En fait, il va y avoir pas mal de passages un peu, comment dire, on va alterner des passages où ça va être très fluide, où ça va être vraiment beau à voir, et d'autres passages où par contre il n'y a plus rien qui passe. Et c'est assez, c'est assez fou, mais un peu tout le match était comme ça, pratiquement dans chaque quart-temps. Tu regardes le deuxième quart-temps, le troisième, le quatrième, tu as un moment où tout se passe bien, où l'attaque circule bien, voilà, on trouve de bons shoots près du cercle, il y a un basket collectif propre, il y a des passes décisives dans tous les sens. Et d'autres moments, dans chaque quart-temps, où c'est plus compliqué, on passe 3-4 minutes sans mettre un panier, et défensivement, on laisse les mecs partir dans notre dos, les mecs qui cut, fait bon ben, tant pis. Donc c'était vraiment... enfin voilà, on n'a jamais réussi à être bon tout le long dans ce match. C'était un peu les montagnes russes, tu vois, comme ça. Et du coup, même sans Curry et même sans Jimmy Butler, les Warriors sont restés dans le match. Même quand on avait 12 points d'avance à genre 7-8 minutes de la fin du match, encore une fois, on a eu une période complètement chelou où on perdait des ballons sur quasiment chaque possession, on prenait des tirs dégueulasses, on prenait des contre-attaques, les mecs qui cut, etc. Et du coup, ça les a relancés. Et Golden State a fait parler la puissance de son banc. Le banc des Warriors a inscrit 65 points avec 3 joueurs à 17 points, dont Porzingis qui, lui, n'avait pas joué la veille et donc était un peu plus frais que ses coéquipiers parce qu'en plus, les Warriors étaient en back-to-back. Euh, et donc, malgré ça, malgré leurs absences et le fait d'être en back-to-back, eh ben,
on les laisse dans le match parce que défensivement, il y a des erreurs, il y a des ballons perdus en attaque. Il y a eu trop d'irrégularités dans ce match. On a eu beaucoup de moments très bien et beaucoup de moments très compliqués aussi. Donc c'est un petit peu étrange. Et du coup, Golden State signe un bon run pour être devant dans les dernières minutes. Et dans la minute 30 de la fin du quatrième quart-temps, dans la dernière minute 30, Matas Bouzelis va inscrire un panier à 3 points, va obtenir 3 lancers francs sur une faute un peu bête d'Al Horford, va en mettre 2 sur 3. Et derrière, Jones va voler un ballon et Leonard Miller va aller inscrire un lay-up qui va ramener les Bulls à 1 point à 21 secondes de la fin. Derrière, on fait faute pour envoyer au lancer, ils font faute pour nous envoyer au lancer, etc. Sauf qu'il y a un joueur des Warriors qui s'appelle Cryer qui va en louper un. Et le score va être de 118-116 pour les Warriors avec 8 secondes à jouer. Guidi remonte la balle. Il voit Jalen Smith de l'autre côté, mais sa passe est trop appuyée, trop forte. Jalen Smith la rattrape, mais il est en déséquilibre. Et s'il met le pied par terre, il va être hors du parquet. Donc, il essaie d'envoyer un ballon n'importe comment. Il essaie de shooter, parce qu'il reste pas beaucoup de temps. Il essaie de shooter, un shoot qui a aucune chance d'arriver. Et heureusement, pourquoi Draymond Green arrive et vient faire faute sur Jalen Smith. Et là, tout le monde sur là fait mais il est con quoi. Qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il allait faire cette faute-là? Enfin, le shoot avait aucune chance de rentrer. Il était en déséquilibre total. Enfin bref, en plus le tir est passé à genre 1 mètre du cercle. Mais enfin bref, merci Draymond Green. Hein, c'est sympa de ta part. On va prendre. Hein, donc Jalen Smith met les 2 lancers francs. Le match va en prolongation. Et c'est que la deuxième prolongation pour nous cette saison. On se rappelle qu'on avait perdu après 2 prolongations à Utah. C'était genre vers la mi-novembre. Et dans cette prolongation, Matas Bouzelis va aller chercher le premier match à 40 points de sa carrière. Et Leonard Miller va assurer des gros rebonds et on va finalement s'imposer 130-124 sur le parquet des Warriors. C'est pas souvent qu'on s'impose sur ce parquet-là. Donc, bah, ma foi, ça fait quand même plaisir. Mais c'est surtout plaisant parce que voilà, ça arrive de cette manière-là, quoi. C'est une victoire qui est beaucoup plus fun que celle qu'on a vue à Phoenix jeudi dernier, parce qu'elle arrive grâce aux perfs de gars sur qui on va miser notre futur. Voilà. Josh Giddey qui signe un triple-double, et pour le coup, un triple-double d'une efficacité absolument dingue. 21 points, 7 sur 16 au shoot, 4 sur 9 à 3 points, 13 rebonds, et il égale un record en carrière avec 17 passes décisives. Il a été absolument partout. Et il est clair qu'en ce moment, il est en train de devenir le patron et le dépositaire du jeu de l'équipe, qui tourne comme lui a envie qu'elle tourne, et ça fonctionne parfaitement. Quand Josh Giddey est en forme et qui sort ce genre de match-là, t'as pas vraiment de soucis à te faire pour ton attaque quand même. Il a donné des caviars à tout le monde, que ce soit Matas sur les cuts ou sur des tirs extérieurs, que ce soit Nick Richards à l'intérieur, que ce soit Trey Jones en transition pour des flotteurs et des lay-ups. Sa vision du jeu a été excellente et il a aussi scoré quand il le fallait. Il est capable de le faire quand vraiment voilà, les autres ont un peu plus de difficultés. Il dit bon bah ok, je vais mettre 2-3 shoots. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça cette saison. On l'a déjà signalé à plusieurs reprises dans les vidéos que j'ai fait cette saison. Il y a eu plein de passages comme ça où l'attaque piétine, il fait bon, ok, c'est moi qui vais m'y coller, il va mettre un ou deux paniers à 3 points, il va attaquer le cercle, provoquer des lancers francs, etc. Il est parfaitement capable de mettre ses 20 points par soir, mais seulement si l'équipe en a besoin. Évidemment, sa qualité première, c'est les passes décisives, et il va tourner à 8, 9, 10, 11, 12 passes décisives sans souci. Et c'est s'il voit que l'attaque fonctionne pas et qu'il trouve pas forcément des tirs démarqués ou il n'y a pas trop de mouvement, là il va se dire ok, bon bah maintenant il faut que je score. Mais c'est pas sa qualité première, mais il est tout à fait capable de le faire, et ça c'est parfaitement intéressant. Et ça montre aussi son évolution, et qu'on espère qu'il va poursuivre sur les prochaines saisons. Et de son côté, Matas Bouzelis, Matas Bouzelis, oh là là, Matas Arvidas Bouzelis, c'était incroyable, qui a confirmé tout simplement qu'il était une pièce autour de laquelle bah, il allait être très important de construire notre futur, tout simplement. Un record en carrière de 41 points, 16 sur 28 au tir, 5 sur 15 à 3 points, 4 sur 5 au lancer, 6 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 2 contres. Et la liste des joueurs dans l'histoire des Bulls qui ont inscrit 40 points ou plus en étant à 21 ans ou moins, un certain Michael Jordan, le mec a sa statue devant le stade,
Elton Brand, Matas Bouzelis. Fin de la liste. Waouh. Donc voilà, ça te classe une perf tout de suite, direct. Parce que les deux autres ont été rookies de l'année avec les Bulls quand même, hein. Voilà. Alors, 15 tirs à 3 points, oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour Matas. Même si sur ce match-là, la grande majorité de ces shoots-là étaient dans le flow de l'attaque. Il n'y avait pas franchement grand-chose de forcé parce qu'il n'y avait rien d'autre, parce qu'on ne trouvait pas de solution. C'est la fin de la possession, il faut prendre un shoot. Oh, vite. Non, la plupart, c'était pris à bon escient. Il y avait de l'espace devant lui. Et voilà, le contest était un peu loin. Il était dans le rythme, il arrivait lancé. Mais surtout, sa compréhension du jeu et sa manière d'exploiter les mismatchs a été mise en évidence sur ce match-là. C'est un peu comme le match contre Charlotte où il avait mis 32 points mais on avait pris une crevée. Mais à ce moment-là, c'était son record, 32 points. Et euh, on a vu qu'en face, il n'y avait pas énormément de protection de cercle, qu'il n'y avait pas énormément de taille dans la raquette des Hornets. Et du coup, il avait profité de sa vitesse et de sa taille pour aller au cercle. Et là, même chose, on a vu plein de bons trucs. On a vu des très bons pick and roll, on a vu des cuts, on a vu des drives, on a vu des floaters, on a vu des finitions main gauche. Un vrai kiff. Un vrai kiff de voir Matas Bouzelis sortir tout son arsenal offensif et pas juste bombarder de loin sans raison, juste parce que voilà, en face, c'est trop costaud, il a pas trop envie de s'y frotter, quoi. Euh, D'ailleurs, sur ses tirs à 2 points, qui ont tous été pris dans la raquette, il a 11 sur 13. Donc efficacité maximale. Et encore une fois, avec la planche, main gauche, des trucs, voilà. Donc voilà, c'est la nouvelle étape de son évolution. Et c'est ce qu'on voit depuis la coupure All-Star, en fait. Sauf le match de reprise contre Toronto, où on l'avait dit, justement, Toronto jouait hyper physique et il a fait non, je vais pas aller m'y frotter et je vais juste prendre des shoots à 3 points et envoyer des briques. Et après ce match-là, depuis ce match-là, il a été waouh, il a été top. Il a vraiment fait des matchs de grande qualité. Il monte en puissance de manière absolument folle. Il a plus de liberté, il a plus de. euh, Sa panoplie offensive est un peu plus élargie. Et s'il arrive à rajouter un vrai bon dribble, euh, je sais pas, comme faisait Kobe White les étés derniers, aller bosser avec Johnny Dribble Too Much, mais s'il arrive à s'amener un handle comme ça, waouh, il va être injouable. Il va être ouf. Il va être ouf. Voilà, il a été excellent et c'est tout bénef pour les Bulls. Que Guidi et Matas soient en première ligne, soient les mecs qui soient capables de faire gagner cette équipe. Et c'est pour ça que je trouve que c'est mieux si ça vient de ces gars-là, plutôt qu'un gars comme Sexton qui sera pas là l'an prochain. Parce que voilà, les gars là, Guidi, Matas, on va baser le futur sur eux. On va baser nos prochaines années sur ces gars-là et on va essayer de les entourer au mieux. Donc, quand tu vois des soirées comme celle de mardi soir à Golden State, tu es déjà plus confiant pour le futur. Alors que quand tu gagnes à Phoenix avec Sexton, tu dis, ah merde, quoi, parce que qu'est-ce que ça nous a apporté? Donc là, ça reste une victoire comme celle à Phoenix qui, dans le contexte du tanking, de la loterie, etc., ne nous, ne nous favorise pas. Mais sur les projections futures que tu peux en déduire, là par contre l'histoire elle est totalement différente. Et dans leur sillage, il y a d'autres gars qui se sont montrés sur ce match-là, à commencer par Leonard Miller, deuxième titularisation en carrière, premier double-double, 17 points, 11 rebonds, 6 rebonds offensifs. Il a fait un bien fou, il a été énorme. Activité sous les deux cercles, des box-out, mais aussi, et c'est assez surprenant, mais des remontées de balles où tu vois, il chopait le rebond, et plutôt que de tout de suite chercher Josh Giddey ou Trey Jones ou quoi, pouf, vas-y, je pars en dribble, je remonte jusqu'à l'autre bout du terrain. Et ça a un peu perturbé la défense de Golden State. Qui c'est qui tient ce gars-là? Il n'y a pas un type pour aller le presser ou quoi? Et du coup, euh, voilà, il a été précieux pour ça aussi. Et la défense a dû s'adapter, sortir sur lui. Ça a ouvert des chemins vers le cercle, etc. Donc ça a été. Voilà, il a fait un taf de grande qualité. Et Leonard Miller, il mérite ses minutes et ne devrait surtout pas les perdre quand Patrick Williams va revenir. Hein, juste une stat au passage. Euh, Leonard Miller, il a disputé 5 matchs au mois de mars. Enfin, en vrai 4, parce que le match à Sacramento, il a joué 1 minute à la toute fin en garbage time. Mais sur ces 4 matchs plus 1 minute, il a pris 28 rebonds. Patrick Williams, sur les 10 derniers matchs qu'il a disputés, il a pris 35 rebonds. Donc voilà, le message, il est clair. Laisse Leonard Miller sur le parquet. Ok, 37 minutes dans ce match-là, mardi en prolongation, c'est très bien. On s'en fout de Patrick Williams. Ça fait 6 ans qu'on l'observe, on n'a plus besoin de voir ce qu'il sait faire et ne sait pas faire surtout. Voilà.
active la team option pour Miller pour l'an prochain, 2,4 millions, ça va pas te ruiner, et laisse-le se développer. En plus, on parlait dans la dernière vidéo de sa belle mentalité, qu'il le dit lui-même, il suffit de lui donner des miettes et il va en faire quelque chose. C'est l'opposé complète, Patrick Williams, à qui on a donné opportunité après opportunité après opportunité, plus un immense contrat qu'il mérite pas, et derrière, il en a jamais profité. Donc pour moi, le choix entre les deux, il est vite fait. Il est très très vite fait. Là, le match à Sacramento, 1 minute de garbage time pour Miller. Non, non, je suis désolé, mais non, non. Donc bref, on va revenir après sur le match à Sacramento, vite fait, parce que bon, c'était quand même pas assez dégueulasse. Mais bon, sur ce match-là, Golden State, il y a aussi d'autres perfs à mettre en évidence. Nick Richards, encore une fois, très très bon. Il a bénéficié d'excellentes passes à l'intérieur, il a mis des points près du cercle. Sous les deux cercles, il est toujours combatif, il va chercher des gros rebonds. Voilà, il a encore sorti son double-double en sortie de banc, ce qui est quand même toujours intéressant. Et puis Trey Jones, encore une fois, voilà, avec l'intelligence de jeu qu'il a et tout ce qu'il sait faire, il est toujours aussi insaisissable. Quand il file au cercle, il dépose son gars, il va mettre ses lay-ups. Euh, il donne de bonnes passes décisives, il est toujours bien placé défensivement, il coupe les lignes de passe, il envoie des transitions. 22 points à 10 sur 18, 5 passes décisives encore. Quand t'as un mec comme ça qui sort du banc et qui est aussi propre, qui perd quasiment jamais un ballon, qui finit au cercle, a quasiment 60% de réussite depuis qu'il est aux Bulls, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et ce gars-là, il est encore là pour 2 ans. Donc lui aussi, c'est très bien de le voir faire ce genre de choses. Parce que il fait partie du projet futur aussi. Et c'est vraiment un gars qui a un peu plus d'expérience que d'autres gars dans l'équipe. Pour un Rob Dillingham, apprendre de Trey Jones, qui lui montre, voilà, qui essaie de lui expliquer sa vision du jeu, le placement défensif, parce que c'est deux joueurs de petite taille, mais qui doivent compenser par d'autres trucs. Dillingham, il peut apprendre énormément de Trey Jones, et donc ce serait très bien que Trey Jones reste avec Dillingham l'an prochain. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc voilà, c'est parfait pour la suite. Donc pourvu que ça dure, voir un gars comme Trey Jones, en plus de Giddey et Matas et Miller, faire ce qu'ils ont fait sur ce match-là, c'est extrêmement, extrêmement important pour la suite. Donc pourvu que ça dure, c'est sur ces gars-là qu'on doit baser la suite, clairement pas sur Sexton ou Simmons ou autre, quoi. Donc voilà. Alors, avant ça, 2 jours avant, il y a eu une défaite assez improbable chez les Kings. On s'est fait rouler dessus en fait par le pire bilan de la ligue, quoi, tout simplement, qui avait un nombre monumental d'absents. Il leur manquait DeRozan, Zach LaVine, Sabonis, Murray, Hunter, enfin bref. Et nous, par rapport au match de Phoenix juste avant, on récupérait du monde. On a récupéré donc Josh Giddey, Matas Bouzelis, Patrick Williams et Jalen Smith, qui étaient tous absents du match précédent à Phoenix qu'on a gagné avec grâce ou à cause de Sexton, c'est selon. Et là, bah, en fait, je sais pas, on a récupéré beaucoup de monde. euh, et avant le match, tu peux te dire quand même, on vient d'aller gagner à Phoenix. Les mecs parlent de se rapprocher du play-in et on joue chez le pire bilan de la ligue et on récupère 4 blessés, dont 2 titulaires. Normalement, on devrait leur rouler dessus. Et non, et non, et non. En fait, pour résumer ce match, c'est assez simple. Ce que nous, on a fait à Phoenix, en se pointant là-bas avec la moitié de l'équipe sur le carreau, enfin c'est une équipe bien meilleure que la nôtre, mais on a mieux joué et on allait chercher notre victoire, et bah c'est exactement ce que les Kings ont fait face à nous le dimanche dernier. Tout simplement. Euh, avec un Westbrook qui était excellent, avec un Malik Monk qui était monstrueux, mais comme toujours, et qu'est-ce que j'adore ce joueur depuis des années, je kiffe, mais Malik Monk c'est vraiment un joueur que je kiffe observer dans cette ligue. Ils nous ont dominés. Les Kings nous ont dominés. C'est ouf à dire, non? Mais quasi tout le long du match, quand on est arrivé sans énergie, on s'est fait ouvrir par des joueurs qui étaient bien plus agressifs que nous, qui ont même plutôt bien défendu par séquence et qui s'arrachaient sur les hustle plays. Et on n'a pas toujours su répondre à ça en fait. On a passé la soirée derrière au score et même quand on arrivait à faire tourner l'attaque avec quelques bons shoots et notamment Sexton qui a mis 7 paniers à 3 points quand même sur ce match-là avant de se blesser dans le quatrième quart-temps, euh, on n'a jamais vraiment réussi à revenir au score. On était toujours à -10, -12, -15 parce que défensivement, on n'a jamais réussi un stop. On laissait passer les mecs derrière nous. Les cuts dans le dos, il n'y en a pas un qui était défendu. Les attaques du cercle, les Kings ont claqué je sais pas combien de dunks sur ce match-là entre Malik Monk, entre Maxime Reno, entre Ashiwa. Enfin, un peu tout le monde est venu nous claquer des dunks sur la tronche parce qu'on a systématiquement laissé les mecs partir au cercle tout seuls. On s'est pas mis en opposition. On n'a absolument rien fait à ce niveau-là, quoi. Donc c'est un match qui est quand même
a assez vite oublié ce match-là, hein. Même les lancers francs, c'était dégueulasse. On en a shooté 34, ce qui est très bien, mais on en a rentré 67%. Et ça, c'est très très vilain. 67% en lancers francs, c'est honteux. T'as pas le droit. Alors, il y en a beaucoup qui viennent de Nick Richards, ok, mais quand même. Enfin, je sais pas. Donc bref, Guidi va signer un nouveau triple-double sur ce match-là. Mais c'est parce qu'il est sur le parquet dans les dernières minutes, alors que le match est plié. Et Matas aussi est sur le parquet. Les mecs reviennent de blessure. À quoi on joue? Le match, il est plié. Les Kings, ils mènent de 15 points à 2 minutes de la fin. Matas et Guidé sont encore sur le parquet. Mais à quoi on joue? Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Qu'est-ce qu'on essaie de prouver? Non, non, vraiment, ce match, c'était soirée dégueulasse, tout simplement. Au niveau du tanking, c'était ok, mais et encore, même pas, parce que comme derrière on gagne à Golden State, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc du coup, il n'y a rien de bon à tirer de cette soirée chez les Kings. Donc on va vite passer. Tactiquement, il n'y a rien à dire. Perf individuel, voilà, triple-double de Giddy. Matas qui met 20 points, mais, et la plupart au lancer franc, mais enfin, surtout dans la deuxième mi-temps, il a essayé de faire quelques trucs, mais en première mi-temps, on le voyait très peu. Mais enfin, bref, voilà, c'était. Voilà, on va passer sur ce match-là. Et c'est assez dingue, en fait, de réaliser la différence d'intensité qu'on a affichée sur les 3 derniers matchs. À Phoenix, où on était à fond. Sacramento, on n'a rien foutu. Et les Warriors, on a été voilà, un peu intermittents. Alors, je vais pas refaire le couplet sur les Schizo Bulls, hein, comme j'ai fait pendant les 2 dernières saisons, mais quand même, quoi. On est pas mal quand même à ce niveau-là, hein, entre l'irrégularité d'un match à l'autre en termes d'intensité et d'énergie, c'est quand même quelque chose. Mais bon, bref, sur ce road trip, on est donc à 2 victoires et une défaite avant un back-to-back qui débute cette nuit chez les Lakers et demain chez les Clippers. 3 matchs à 3h30 du matin, enfin 2 matchs à 3h30 du matin plutôt. Donc ce soir, probablement live tweet, parce que je suis là, je bosse pas, et puis demain par contre ce sera plus compliqué. Mais avant de. Enfin, on va quand même faire un petit point infirmerie, parce que mine de rien, il y a quand même quelques trucs qui sont assez à suivre, notamment Okoro, parce qu'il a pas joué à Golden State, et du coup, on se demandait un peu ce qui se passait, parce que il était annoncé OK, et puis finalement, 1h30 avant le match, on nous dit oh non, finalement, il sera pas là. Il a un petit souci à un genou, mais d'après le staff, d'après Billy Donovan, c'est rien de bien grave, et il devrait revenir dans ce back-to-back. Alors, est-ce qu'ils vont le faire revenir demain aux Clippers pour justement qu'il n'ait pas à jouer les 2 matchs du back-to-back? Peut-être aussi. On devrait retrouver Patrick Williams et Sexton aussi pendant ce back-to-back. Pareil, peut-être demain pour pas avoir à leur faire jouer les 2 matchs. Ou alors ils jouent ce soir et pas demain. Ça, c'est le staff qui va décider. Ils ont respectivement des soucis à une cheville pour Patrick Williams et au mollet pour Colin Sexton. Donc on va voir. Pendant ce temps-là, Jaden Ivey est toujours à Chicago de son côté. Et Simmons, on ne sait pas. On nous dit juste qu'il est out, mais on ne saura jamais combien de temps. Et je pense qu'on va pas le revoir tout simplement. Donc voilà, il reste 17 matchs. Euh, Au niveau du classement, je ne sais même pas si ça vaut le coup de faire un point, parce que de toute façon, Milwaukee va très certainement nous passer devant dans pas longtemps. Quand je dis devant, c'est au niveau du classement pour la loterie. Et voilà, tout ce que je demande, moi, c'est que si Patrick Williams revient ce soir, tu laisses Leonard Miller sur le parquet, avec le max de minutes, et Patrick Williams, tu le fous sur le banc. Je suis désolé, mais là, y a rien, absolument rien, qui justifie que Patrick Williams ait plus de minutes que Leonard Miller. Absolument rien du tout. Et là, c'est même pas une question faut que Patrick Williams il se montre pour qu'on essaie de le trader. C'est pas le moment là. Là, c'est pas le moment. De toute façon, il s'est pas montré depuis 6 ans. Donc c'est pas maintenant, en faisant 3-4 matchs dans une fin de saison qui sert à rien, qu'on va augmenter sa valeur. Donc non, Patrick Williams, dégage. Sur le banc, tu observes Leonard Miller et tu apprends à prendre un rebond. Et après, on verra ce que tu fais toi, quoi. Parce que là, non, non, c'est ridicule. C'est ridicule. Donc bref, on va voir ça. On va voir qui sera dispo pour le match de ce soir à Los Angeles, pour les Lakers. Et puis, bon, on se retrouve après ce back-to-back pour faire un point de ce road trip à l'ouest et voir où on en est avant la réception de Memphis mercredi et si on est plus du tout dans l'esprit de tanker, si les Bucks sont devant nous. D'ailleurs, ce soir, il y a un Dallas-Memphis, mais bon, on verra bien. Honnêtement, j'y crois plus du tout. J'y crois plus du tout parce que les Bulls ne montrent pas qu'ils sont en train de faire ce qu'il faut pour aller y chercher. Donc voilà, il n'y a aucune raison que ça arrive. Donc bref, on va suivre ce back-to-back. Si on gagne des matchs, eh ben ma foi, si c'est comme à Golden State avec Guidi et Matas qui font des cartons,
c'est parfait, moi ça me va. Et puis, de toute façon, on n'a pas bien le choix. On devra s'en satisfaire quoi qu'il arrive. Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, go Bulls.